Oui, bonjour, donc merci pour votre attention. Je vais essayer de vous faire passer en quelques minutes ce qu'on fait chez Eodine et vous verrez, en essayant de vous montrer aussi les liens avec l'action de Respect Océan. Euh, alors, tac, ça a bien démarré. Hop, voilà, donc Eodine, on est une société principalement basée à Brest. Aujourd'hui, on est 8 personnes, dont les deux cofondateurs en haut à gauche, Yann Guichou et Steve Benour. Yann est à Brest et Steve et lui à Seattle. Et puis on a trois, euh, trois doctorats océanographie et remote sensing qui sont Alexei, Clément et Brahim, dont j'ai pas la photo, je suis désolé. Et puis un expert en informatique scientifique, intelligence artificielle, Mathieu Lochet, et Tiffen Rui, qui est lui basé à Paris chez Station F et qui lui est un full stack ingénieur. Et donc moi, Florent Villain, en bas à droite, moi, je m'occupe du développement R&D et projet de l'entreprise. Et donc, je suis basé à Nantes. Donc, on se concentre chez Odin sur la mesure de courant de surface dans les océans. Et aujourd'hui, la manière euh, existante la plus courante pour pouvoir mesurer de manière globale en continu les courants à la surface du globe, c'est l'utilisation de satellites altimétriques. C'est une technologie qui existe depuis les années 70, qui s'est développée, déployée. Et aujourd'hui, il y a 7 satellites altimétriques qui gravitent autour de la planète et qui viennent mesurer. Sur chaque satellite vient mesurer 5 km de large. Et on compte entre 10 et 14 jours entre deux points de mesure. Donc ça nous donne une mesure de hauteur d'eau et avec un certain nombre de paramètres Coriolis, on en déduit le sens de rotation entre hémisphère droit, hémisphère haut, enfin bref. On va pas rentrer dans le détail là-dessus, mais aujourd'hui, c'est la seule manière d'avoir une vision exhaustive des courants, une mesure de courant, et non pas une modélisation, sur l'ensemble du globe. Nous, chez Odin, on a eu une idée, surtout Yann Guichou, un des cofondateurs, qui était d'utiliser les navires, notamment les données qu'ils envoient en continu en temps réel à tous les navires autour d'eux sur leur position, leur vitesse. Donc c'est le système AIS, ça s'appelle, système anti-collision, qui est obligatoire sur tous les navires de commerce. Donc, tous les navires de commerce envoient leur position, leur cap, leur vitesse, et donc ça permet, avec des calculs assez simples qu'on utilise depuis la nuit des temps en navigation, qui permettent d'estimer sa dérive en fonction de son cap, on arrive à avoir une première image des courants de surface. Et après, on a tout un ensemble d'algorithmes qu'on a mis au point qui permettent de filtrer les navires, qui permettent d'apprendre du comportement des navires dans un endroit ou d'apprendre de plusieurs navires dans un même endroit et de comparer tout ça et d'arriver aujourd'hui à s'appuyer sur à peu près 120 000 navires qui gravitent tout autour des océans de la planète en continu et qui envoient des informations récupérées par des satellites en l'occurrence. Donc on voit par exemple en bas à droite une image du Gulf Stream mesurée avec notre technologie, alors qu'en haut on a la même chose en image brute de satellites altimétriques. Donc cette technologie-là aujourd'hui c'est on va dire le seul moyen d'avoir une vision aussi complète et qui permet de compléter les moyens existants plus exactement, mais en temps réel et avec une couverture quasi globale. Partout où il y a des navires, il y a du signal, on est capable de travailler. Et donc on est capable de travailler en temps réel, mais on est aussi capable de remonter le temps. Il y a 50 données AIS stockées, donc on est capable de travailler sur ce gisement de données pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc je vais vous montrer la manière dont ça se comporte, quelques exemples. Les courants, ça sert notamment à analyser la dérive de nappes de pétrole, à prévoir la dérive d'un homme à la mer pour aller le chercher ou d'un container tombé à l'eau. Ça permet de comprendre aussi le climat, ça permet tout un ensemble de choses. Et donc nous, ce que je vous dis, c'est qu'on le fait à partir de données de trafic maritime. Donc c'est comment le navire se comporte, on apprend avec des algorithmes. Donc là, ici, on voit de la donnée de trafic maritime en Méditerranée qui se transforme au fur et à mesure en vecteurs courants. Donc ça nous permet de faire des cartes en venant agréger les signaux, en venant agréger les navires dans une même zone. Donc ça nous permet de faire des cartes dynamiques qui permettent de décrire des courants de manière très précise. Et c'est très important, surtout dans des zones, par exemple, côtières ou autour de l'équateur, où les méthodes existantes fonctionnent assez mal.
on vient compléter très avantageusement la donnée existante. Et ça permet aussi de remplir l'espace entre les 10 à 14 jours dont je vous parlais tout à l'heure de, de temps entre deux passages de satellites. Donc c'est vraiment une donnée dynamique, temps réel et historique dans le passé. Donc on a mené un certain nombre d'opérations de validation et de tests de ces données dans différentes situations, dans différentes zones et sur différents types d'applications. Donc un certain nombre de validations menées avec le CHOM, l'IFREMER ou l'Agence spatiale européenne, qui ont permis de démontrer la validité de ce qu'on faisait. Et on l'a testé aussi dans différents domaines, notamment le transport maritime ou la lutte anti-marée noire dans la défense aussi également. Et là, je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Donc le prochain, on parle ici de la collision qui a eu lieu en 2018 entre le navire Ulysse et Virginia au large de la Corse. Donc il y a eu du coup mini marée noire, un épanchement de pétrole à cette occasion-là. Donc une des cuves d'un navire était endommagée et donc il y a eu une opération conjointe entre différents services pour pouvoir identifier la dérive et prévoir l'emplacement de l'endroit et le moment où ça allait atteindre la Terre pour pouvoir prévoir des opérations de rétention, de nettoyage. Donc là, ce qu'on va voir, c'est à gauche ce qui vient de la modélisation, pardon, de la mesure venant des satellites d'altimétrie, et à droite, ce qui vient de nos mesures à nous à partir de données AIS. Donc, je vais essayer de lancer les deux vidéos ensemble. Donc, on part du 7 octobre. Donc, on voit l'évolution sur la version altimétrie, courant issu de l'altimétrie, la dérive se part tout à fait vers le nord. Sur notre version, on arrive, il faut savoir qu'au 16 octobre, donc juste à l'instant, la marée noire est arrivée à Saint-Tropez. Alors que si on prend l'exemple courant classique qui ont été utilisés en l'occurrence pour l'opération, on arrivait au 16 octobre tout au nord de la Corse. Donc ce qu'on a pu montrer ici, c'est qu'au moins juste sur la partie courant, sans prise en compte du vent, on était capable de décrire déjà relativement mieux ce qui se passait localement à cet endroit-là. Donc ensuite, c'est d'intégrer ça dans d'autres systèmes qui permettent d'intégrer le vent, d'intégrer les vagues et puis la dégradation de la nappe pour pouvoir être encore plus précis sur le positionnement de la nappe. Mais donc déjà, rien que sur la brique courant, on voit qu'on apporte déjà quelque chose. Donc ça, c'est des travaux qui continuent d'être menés. On a une autre activité autour du transport maritime. Là, l'objectif, c'est de pouvoir réduire la consommation des navires en améliorant leur routage météo, en appuyant le routage météo des navires, donc pour prendre des meilleures routes en fonction des courants. Et là, l'objectif, c'est de montrer aux navigants qu'en fait, on s'appuie sur les navires qui les environnent pour pouvoir leur fournir une information recalibrée localement. Donc en fait, c'est un peu comme si tous les navires autour de celui qui utilise notre service lui envoyaient de l'information sur la météo autour de lui. Donc ça permet de recaler très avantageusement les modèles météo, la mesure. Et donc là, ce qu'on voit ici, c'est de la donnée AIS collectée à bord d'un navire, en l'occurrence le Jules Verne de CMA-CGM, avec cette petite boîte qu'on voit en bas à gauche qui s'appelle une NeoBox et qui permet de collecter directement à bord du navire les données de trafic qui l'environnent. Et donc ça permet à terme de donner une mesure de courant directement à bord du navire à partir de données mesurées localement. Donc ça permet de faire un système totalement isolé. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo où on voit le Jules Verne de CMA-CGM et le Cap Finistère de la Brittany Ferries, tous les deux équipés de cette IO-Box. Et donc on voit la volée au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur navigation. Ils récoltent un certain nombre de messages AIS, donc des navires les environnants. Et donc c'est ça qui est directement processé à terme à bord pour pouvoir donner des indications sur la meilleure route à suivre. Et l'objectif à terme, c'est aussi de pouvoir travailler sur les états de mer. Donc des états de houle croisée, par exemple, qui vont amener des risques
typiquement le genre de houle qui amène des containers à tomber par-dessus bord sur certains porte-containers. Donc ça permettra aussi à terme d'éviter ce genre de choses en reconnaissant le comportement des navires et des navires dans certaines zones pour éviter que les autres navires arrivent dans la même zone au même moment, dans les mêmes situations difficiles. Donc là, on voit un exemple, par exemple, de routage au large de l'Afrique du Sud basé sur l'optimisation sur le courant. Et donc, ça permet aussi un certain nombre d'applications autres. Donc, si on sait prédire, si on sait mesurer, on sait mieux prédire les courants. Donc, on sait mieux prédire la dérive de pollution donc en mer, mais aussi de déchets, notamment de macrodéchets plastiques. Donc, on a un certain nombre d'opérations à venir sur ce type d'application, où l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir beaucoup augmenter la mesure historique pour pouvoir analyser ce qui a pu se passer, d'où vient et comment se comportait la dérive, et ensuite être capable de mieux décrire localement autour d'une zone de récolte, par exemple, et être capable de mieux collecter plus efficacement les déchets. Ensuite, donc en transport maritime, on en a parlé, l'objectif réduction d'énergie, donc réduction d'émissions, amélioration de la sécurité également. Et puis, à terme, on peut considérer que ce type d'information-là, à haute résolution globale, peut permettre d'améliorer certaines briques de prédiction climatique. Et il y a aussi d'autres solutions qui sont pas, en l'occurrence une qui n'est pas encore développée, mais il y a eu des travaux faits par les chercheurs japonais qui montrent que c'est possible. C'est la détection de tsunamis à partir de navires. L'idée, c'est qu'à partir du moment où suffisamment de navires ont pu croiser une onde de tsunami, on doit pouvoir décrire la vitesse de propagation ou au moins décrire la présence d'une onde de vague de tsunami. En l'occurrence, l'enjeu, c'est d'être capable ensuite d'avoir un système opérationnel qui rende cette information-là effective. Donc là, c'est une autre histoire. Par contre, ce sur quoi on travaille déjà de manière, on va dire R&D pour l'instant, qui sont tous les sujets autour de la recherche d'hommes à la mer. Et donc aujourd'hui, on le traite surtout sur l'aspect prévision de dérive de colis, notamment pour des sujets narcotrafic, ce genre de choses, pour plutôt des sujets sécurité maritime. Donc à terme, une fois que ça se sera calibré, ça permettra d'aider des opérations de recherche. L'enjeu, c'est de pouvoir accélérer le déploiement de moyens dans une zone en décrivant beaucoup mieux la dérive donc de l'homme à la mer et en réduisant le temps de recherche, donc en maximisant ses chances de survie. Donc voilà très rapidement quelques exemples d'applications de ce qu'on fait chez Odin. Donc pour résumer, c'est mesurer des courants marins sur l'ensemble du globe, courants de surface, à partir de données de trafic maritime, d'algorithmes d'apprentissage machine et de gestion de données massives. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. D'une manière générale, on est assez ouvert en collaboration avec différentes entreprises. On étudie généralement toutes les pistes et tous les besoins. Alors après, comme vous avez vu, on n'est pas une équipe énorme, donc on n'a pas le temps de toujours tout faire. Néanmoins, n'hésitez pas si vous avez des envies de collaboration, de projets ou des besoins directs sur des sujets courants, état de mer, remote sensing. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Et puis d'une manière générale, on est assez intéressé pour pouvoir discuter de ce genre de ce genre de sujet en général. Donc on travaille pas mal après en termes de R&D, sur des projets européens, sur des projets, tout à l'heure j'ai cité l'Agence spatiale européenne, Ifremer ou autres, et puis donc à différentes échelles aussi, puis à l'échelle régionale, notamment en Bretagne. Donc on est on va dire ouvert à toute forme de collaboration, au moins à l'étudier. Donc n'hésitez pas. Alors, on a des questions qui sont maintenant arrivées, Florent. Est-ce que vous avez déjà identifié les acteurs avec lesquels vous allez travailler sur la dérive des déchets plastiques? Alors, on a déjà effectivement des discussions avec des acteurs. En l'occurrence,
ça fait partie effectivement des sujets qu'il faut qu'on adresse. Pour l'instant, on discute avec des gens qui déploient qui développent des campagnes pour pouvoir aller récolter des déchets plastiques en mer. Donc là, ça nous intéresse tout à fait sur la partie opérationnelle à terme. Pour l'instant, c'est d'être capable de comprendre comment on va pouvoir être opérationnel, et à terme, ça va être de le tester et de le rendre utilisable. Par contre, il y a tout un paquet de briques sur lesquelles on a besoin de compléter ce qu'on fait. Donc effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels il faut qu'on continue à creuser. D'accord, merci. Alors, je ne suis pas une spécialiste du sujet, donc je vais poser les questions telles qu'elles ont été écrites. Donc, si j'ai bien compris, les AIS permet de calculer et estimer les courants entre deux passages de satellites. Y a-t-il un recalage important à faire? Les estimations sont-elles finalement justes? En fait, la mesure de base, c'est 100% de données AIS qui sont traitées. Et déjà, avec ça, on arrive à faire une mesure totale. Enfin, totale. Sur des zones avec un trafic suffisant, on arrive à faire une mesure complète. Il n'y a pas de recalage nécessaire. Et on arrive dans certaines zones à avoir une résolution de l'ordre de, on va dire, des carrés de 5 km et une vingtaine de minutes dans le meilleur des cas. Après, ça peut être. Ça, c'est de la mesure. Il ne faut pas confondre avec du modèle, où là, en l'occurrence, effectivement, on va assimiler et on peut voir des modèles avec des résolutions meilleures, mais pour faire de la mesure spatiale sur des zones importantes, c'est une assez bonne, même une très bonne résolution, comparée à justement ce qu'on va avoir par rapport aux satellites. Et ce que je disais par rapport à compléter entre deux passages de satellites, l'objectif, c'est à partir du moment où, dans des zones où on considère que la mesure satellite est bonne, et que les acteurs avec qui on travaille sont habitués à travailler avec de la mesure satellite, donc mesure altimétrique, donc des courants marins type aviso issus de données satellites, et ben on peut permettre de venir décrire ce qui va se passer entre deux passages. Donc là, effectivement, c'est encore une autre fonction. Mais c'est, on va dire, en partie décorrélé de la mesure initiale qui se base, elle, que sur de la donnée AIS. Et donc la donnée AIS, c'est donnée de trafic maritime. Donc comme je disais, ouais, ça donne en gros identification du navire, son cap, sa vitesse, sa destination, tout un paquet d'informations qui sont des informations obligatoires et qui normalement permettent d'éviter la collision entre deux navires. En gros, quand vous naviguez, vous voyez autour de vous la position et le type de navire. Et donc vous savez où ils vont, et donc ça permet normalement d'éviter la collision avec les navires qui sont visibles, puisque c'est de la donnée qui est distribuée entre les navires par onde VHF. D'accord. Alors, une autre question. Donc, dans quelle mesure la technologie d'éodine permet de réduire la consommation en hydrocarbures des cargos? Alors si on prend des zones type, on va dire l'exemple presque un peu extrême, c'est le courant des aiguilles au large de l'Afrique du Sud. À certains moments, on peut avoir, si on se base que sur le courant, rien que on peut avoir quelques 3, 4, 5 nœuds de courant sur des navires qui vont naviguer autour de 15 nœuds, certains types de navires. Ça a un très gros impact sur ce passage-là. Donc là, c'est un cas un peu extrême, c'est un courant très fort, c'est une zone un peu particulière où il y a d'ailleurs pas mal de trafic. Par contre, ce type de courant-là, ça a aussi un impact sur les états de mer. Du coup, ça va lever de la houle importante pour peu qu'il y ait vagues contre courant, des zones où on va avoir et du vent et du courant. Donc dans ce cas-là, on va dire que l'être capable de comprendre de décrire le courant dans ces zones-là, ça permet aussi d'éviter des zones dans lesquelles on dépense beaucoup d'énergie à pas forcément aller dans la bonne direction. En fait, là, il y a d'ailleurs des situations où les navires vont être surtout en train d'assurer leur route, ou alors dans certains cas, sans aller jusqu'à des cas extrêmes où le navire ne peut pas faire route vers là où il est censé aller, donc là, il consomme du carburant sans avancer vers la bonne direction. Il y a beaucoup de cas aussi où il est obligé de réduire sa vitesse, d'adapter sa vitesse en fonction des états de mer, donc lié toujours assez souvent aux impacts vent, vagues, courant.
Et donc, du coup, d'être capable aussi de mesurer ce genre de situation-là, ça permet de les éviter, donc ça permet d'optimiser la consommation des navires. Mais la version très simple, entre guillemets, c'est d'être capable de router, de prendre les courants dans la bonne direction. Ce qui est finalement pas si évident que ça, parce que c'est des choses qui bougent beaucoup, enfin des choses, les structures de courant bougent finalement pas mal. Et on n'a pas de carte, il y a les pilot charts qui existent, il y a un certain nombre de cartes statistiques qui donnent une idée, une vision mois par mois de où sont censés être situés les courants, mais il est assez difficile de les décrire de manière précise au jour le jour. Et donc aujourd'hui, c'est des données qui sont assez peu utilisées pour le routage, donc pour optimiser la trajectoire des navires. Et ce qu'on considère, c'est que globalement, sur un an, sur l'ensemble d'une flotte importante, on va pouvoir avoir un gain de l'ordre de 5%. Ça peut aller jusqu'à 10 ou 15% dans certaines zones spécifiques où les courants sont forts, mais on va dire qu'en moyenne, on va atteindre 5% d'économie de carburant et donc 5% de réduction d'émissions également. Donc, autre question, avez-vous remarqué des changements de courant dus au changement climatique? Alors, on n'a pas de. En fait, il n'y a que 5 ans de données AIS disponibles. En fait, ça fait 5 ans que l'AIS est suffisamment déployé sur les navires, qu'il est devenu obligatoire dans le monde entier, et que la donnée est récoltée correctement par des constellations de satellites. Donc c'est cette donnée-là principalement qu'on vient traiter. Et donc 5 ans pour faire de la climato, c'est pas suffisant normalement. Alors je suis pas ni océanographe ni climatologue, mais a priori c'est pas suffisant pour pouvoir en conclure quoi que ce soit. Ce qui n'est pas impossible, c'est que ça puisse compléter les jeux de données existants et des études existantes. C'est pas complètement impossible, mais par contre en soi, nous, on ne saura pas l'observer directement. D'accord. Alors, une dernière question avant qu'on termine notre session d'aujourd'hui. Avez-vous été en contact avec la DAM pour travailler sur la perte des conteneurs en mer? Alors, oui, à un certain niveau, effectivement. Ouais, ouais, tout à fait. Ça fait partie des choses qui ont été évoquées. Et ça fait partie aussi des chantiers à mener. Mais c'est effectivement un point très intéressant. Et il y a un potentiel assez fort pour ce qu'on fait dans ce sujet-là, oui. D'accord, merci beaucoup. Donc, un petit mot bref de conclusion avant qu'on termine notre session d'aujourd'hui et qu'on donne rendez-vous demain pour une autre présentation. Ah, juste un point, la DAM, c'est Direction des Affaires Maritimes. Voilà. Je n'avais pas traduit la question. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et puis à très bientôt.